Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo unicité à l'attention des flammes jumelles, encore et toujours. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui un petit peu lifestyle. J'ai un petit plan, mais je vais pas trop m'y tenir. Je sais pas que je la fais en urgence, mais un petit peu quand même. Je vais commencer par deux petites introductions parce que on me pose de manière récurrente une question ces derniers jours ayant attrait à la fameuse question divine, j'ai envie de dire, de toute flamme jumelle. Je vis une relation exacerbée, je perds peut-être un peu de pied dans cette relation, je ne me reconnais plus. Est-ce que tu peux me dire, Fabien, est-ce que j'ai rencontré ma flamme jumelle? Non, je ne peux pas le dire. Pour la bonne et simple raison que si un couple de flammes jumelles ou d'âmes jumelles qui se rencontrent et qui n'est pas en capacité de comprendre par elle-même, dans ses ressentis, dans ses perceptions, dans ses émotions, qu'elle est en présence de sa moitié, c'est bien simple, c'est qu'elle loupe le premier examen de la flamme jumelle et de l'âme jumelle. Parce que si elle n'est pas capable de reconnaître sa moitié d'âme, on est déjà dans l'échec du premier test. Personne ne peut vous dire oui, c'est ta flamme jumelle, non, c'est pas ta flamme jumelle, oui, c'est ton âme jumelle, non, c'est pas ton âme jumelle. Enfin, je vais nuancer les choses. Le premier examen que doit réussir le duo de flammes jumelles est déjà de se reconnaître. Il n'est pas question d'aller chercher la réponse à l'extérieur de soi, surtout pas chez quelqu'un. En ça, la flamme jumelle, les deux jumeaux sont face à eux-mêmes, face au soi. Le simple fait de me poser cette question me prouve que la personne est dans le moi, qu'elle est dans sa conscience intellectuelle, qu'elle mentalise ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent. Elle est déjà en train de louper le premier test. Elle est en train de remettre en question ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Et en ça, personne n'a à dire non, ça n'est pas ta flamme jumelle, oui, c'est ta flamme jumelle. Surtout pas moi. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Il est vrai que, en dialoguant, en échangeant, on peut tirer effectivement des lieux communs, des choses irréfutables, des réactions, surtout lorsque le programme sous-jacent est déjà enclenché chez les deux, que le comportement, on retrouve toujours les mêmes phrases, les mêmes comportements. C'est ça d'ailleurs qui est absolument consternant, surprenant dans le mécanisme, dans le phénomène, dans le mécanisme comportemental des deux jumeaux de la flamme jumelle. Je vous renvoie aux vidéos précédentes, à regarder les 11 précédentes vidéos. Je pense qu'au moins jusqu'à la quatrième ou cinquième, on a tout en main pour diagnostiquer soi-même est-ce que l'on est en face de son jumeau, de flamme jumelle, de sa jumelle. Ça m'amène directement à ma deuxième petite mise au point. Un certain nombre d'entre vous m'ont envoyé un lien vers une vidéo, je ne sais pas utiliser le terme, d'une personne qui se dit thérapeute, à qui on pose la question donc, quelle est votre position, quel est votre point de vue sur la flamme jumelle Alors il faut à peu près 17 minutes, j'aime bien les chiffres, hein, j'ai comptabilisé, il faut plus que 17 minutes même, à cette intervenante pour, je peux le dire, tirer les vers du nez à la personne qui pose la question pour finalement essayer de cerner qu'est-ce que c'est la flamme jumelle, tout simplement parce qu'elle n'en a aucune idée elle-même, ne connaissant pas, c'est visible, mais vraiment visible, qu'elle n'y connaît rien, et bien sûr pour prendre position durant les 15 minutes atrocement longues que donnera le sermon auquel, bien sûr, la personne ayant eu l'affligeante et la cuisante idée de poser cette question, de recevoir son sermon livré en recommandé accusé réception, bien sûr la ramenant à elle-même, à sa dépendance affective, à l'asservissement, et bien sûr au fait que la flamme jumelle, les âmes jumelles, tout ça n'existe pas. Alors, ça m'amène à une troisième question que l'on me pose également, régulièrement. Fabien, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire comment je fais pour rencontrer ma flamme jumelle, mon âme jumelle? Alors, je sais, calmez-vous, je sais que tous ceux et toutes celles qui m'écoutent, qui me regardent et qui viennent d'entendre cette question se disent « Oh mon Dieu, au grand jamais, ne souhaitez pas rencontrer votre âme jumelle et votre flamme jumelle. » Oui, effectivement, la relation de flamme jumelle au début, avant qu'on ait compris effectivement le mécanisme, est un enfer sur Terre, il faut bien le dire. La nuit noire de l'âme suffit à convaincre les plus réticents, et souvent d'ailleurs ceux qui sont le plus dans le mental. Non, on
cherche pas sa flamme jumelle ou son âme jumelle. Elle arrive à un moment ou à un autre. Voilà ce que l'on peut dire. Et ça, c'est dans 100% des 83 témoignages. Et je peux le dire, même si je ne fais plus de statistiques, c'est une des questions que je pose systématiquement. Dans tous les témoignages que j'ai eus par la suite, donc tous les patients que j'ai, me confirment que 1. On rencontre sa flamme jumelle au moment où, dans sa vie, on n'apprend plus rien de soi par soi-même. Voilà, à partir du moment où on a atteint sa limite d'évolution personnelle, à partir du moment où finalement, alors je parle de l'âme éveillée la première, la plupart du temps ce sera donc le chaser, où finalement on n'apprend plus rien par soi-même, de soi-même. Et bien là, hop, la flamme jumelle, le jumeau, la jumelle nous tombe dessus. Donc, tant qu'on n'a pas rencontré son âme jumelle ou sa flamme jumelle, c'est qu'on a encore une marge d'évolution personnelle, un travail à faire sur soi, assez global, parce que, il faut bien le dire, le jour où on rencontre son jumeau ou sa jumelle, le travail qui est à faire est un travail touchant les fondations mêmes, le plus profond de nous-mêmes, et nous oblige à faire face à ce que l'on ne veut pas. Et c'est valable pour les deux jumeaux, même si le runner, la plupart du temps, aura à faire ce travail avec un décalage temps, c'est-à-dire après le chaser. Mais on va se rendre compte dans le reste de la vidéo, on va en parler, que le runner a quand même un travail énorme à faire. Le chaser aussi, mais c'est peut-être que par rapport à sa structure pyramidale, le fait qu'il se connaisse bien, c'est un travail qu'il arrive à mettre en place et à développer assez rapidement de par son pragmatisme et une assez bonne maîtrise de sa conscience intellectuelle. Alors que justement le runner aura à construire, déjà explorer et construire sa conscience intellectuelle. Donc l'un dans l'autre, quand je cumule tout ça, ça m'amène à dire 1. Personne ne peut vous dire que vous êtes en présence de votre jumeau de flamme jumelle ou pas, ou d'âme jumelle. Même si, une fois qu'on a cheminé et qu'on en vient peut-être à cette déduction de dire peut-être que c'est ma moitié, alors là, ça n'a jamais pris autant son sens, dire c'est ma moitié. Il faudra faire très attention vers qui vous vous tournez. Alors déjà, premièrement, je fais référence à mon deuxième point levé. Aujourd'hui, les pseudo-thérapeutes qui n'y connaissent que quick à la flamme jumelle, qui vous tirent les vers du nez et qui après vous affligent d'un jugement, j'ai envie de dire, aussi bien mystico-délirant, New Age que judéo-chrétien, on oublie. Ah tiens, je vais peut-être faire une mise au point aussi sur un des commentaires postés sur Facebook par rapport à l'aspect judéo-chrétien, mais je vais garder ça pour après. Donc ça, c'est déjà le premier point. On ne va pas se tourner vers n'importe qui. Ensuite, je le redis, je suis passé peut-être dessus un peu trop vite dans une précédente vidéo. Hop, je descends un peu. On ne peut pas parler de la flamme jumelle à n'importe qui. Si vous en parlez à l'entourage qui n'a jamais rencontré de sa flamme jumelle, ils vont rien comprendre. Rien. Là, vous expliquez à la fourmi ce qu'est la botte. On parle un autre langage. Très vite, les personnes vont vous dire c'est une relation toxique, par ignorance. Voilà, il faut le dire, par ignorance. Ça aurait été mieux que cette thérapeute dise tout simplement ce que les médecins ne font pas non plus, ce que les psychologues ne font pas non plus. Écoutez, dans votre problématique, je ne sais pas. Voilà, ce serait tellement simple de dire je ne sais pas, ce serait tellement humble de dire je ne sais pas, ça ferait tellement de bien à l'ego aussi de dire je ne sais pas. Moi, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Plutôt que de faire un sermon, d'amener la personne dans la culpabilité, de la renvoyer à elle-même, de la livrer toute seule comme ça dans le désert de Gobi. Non. En plus, avec de la culpabilité sur les épaules, non, c'est pas bien. Enfin, il y a plein de choses pas bien dans l'existence. Mais sur le coup, là, c'était évitable tout simplement en disant, écoutez, madame, je ne sais pas. Le mécanisme de flamme jumelle, je ne connais pas. Je ne vais pas prendre position. Désolé. Mais bon, ça fait perdre des points à l'auditoire. Bref. Donc, tout au mieux, elle pouvait donner une opinion. Bref, donc, m'envoyez plus cette vidéo, c'est bon, j'ai tenu 20 minutes. Bon, après j'ai regardé en accéléré, mais non, c'est une torture, c'est faux, archi faux, la personne n'y connaît rien, point barre à la ligne. Bon, ceci étant dit, si on ne tombe pas sur des personnes comme ça, des pseudo-thérapeutes comme ça, et qu'on veut, par exemple, parce qu'on m'a beaucoup de fois posé la question, oui, mais j'ai consulté un ou une médium, un ou une voyante, et puis alors elle m'a dit, ah bah non, c'est une relation toxique, c'est pas du tout votre flamme jumelle. Ah bah oui, mais c'est ce que j'ai dit. Si vous appelez un ou une médium, vous consultez un ou une médium qui ne connaît pas la flamme jumelle, qui n'est pas confrontée à cette problématique-là, elle n'est pas capable, vibratoirement,
de diagnostiquer que vous êtes en présence de la flamme jumelle. Il faut qu'elle-même connaisse ce mécanisme pour le vivre. Moi, j'en connais un certain nombre, beaucoup même, qui vivent cette relation de flamme jumelle à titre personnel et donc dans leurs cartes, dans leurs supports, dans tous les supports qu'elles peuvent utiliser, vont être compétentes pour vous orienter parce que c'est prévu comme ça par la source. Les flammes jumelles communiquent entre elles. Et c'est une question de vibration. On est à des milliers de bovis vibratoires. On n'est pas, au niveau de la flamme jumelle, dans une vibration classique. On est situé dans une vibration extrêmement haute, beaucoup plus haut que la plupart des magnétiseurs énergéticiens. La majorité des flammes jumelles sont mesurées à plus de 50 000 bovis. Un énergéticien classique est aux alentours de 12-14, si c'est un bon. Et on a mesuré des duos de flammes jumelles à plus de 360 000 bovis. Donc, même un Dalai Lama, un pape, ne contient pas cette quantité d'énergie. Un humain classique et lambda n'y survit pas. Donc, on en reparlera dans les prochaines vidéos en énergie. Je vous les avais promis, elles arrivent, mais c'est complexe et je veux que ce soit carré. Donc, je prends un peu mon temps, mais ce sera les prochaines. Promis juré. Donc là, par contre, il fallait que je réagisse à ces différents posts et questions que l'on me pose. Donc déjà, on se tourne vers des thérapeutes auxquels on pose la question, est-ce que vous êtes en présence de flammes jumelles déjà vous? Est-ce que vous connaissez le mécanisme? Monsieur, madame, vous êtes médium, est-ce que vous savez diagnostiquer dans vos supports, dans vos cartes, dans votre boule de cristal, dans votre marc de café, ou au pendule, est-ce que vous savez me dire, est-ce que je suis en présence de ma flamme jumelle? Voilà, une relation toxique, je pense en avoir déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous n'arrivez pas avec tout ça à me dire, sensitivement, spirituellement, dans mon âme et conscience, avec un S conscience à la fin, 4 consciences, dans mon âme et conscience, je sais être en présence de ma flamme jumelle, je suis désolé, je ne vous répondrai pas, je ne vous dirai pas oui, c'est votre flamme jumelle, non, c'est pas votre flamme jumelle, parce que ça serait vous donner le résultat du premier test de la première dissertation sur laquelle vous devez au moins avoir la moyenne pour pouvoir continuer. C'est un pré-filtre, j'ai envie de dire. Si vous ne savez pas répondre à cette question, je ne suis pas sûr que vous arriviez à faire le travail de compensation. C'est dur, mais il faut bien que quelqu'un le dise. Alors ceci étant, vous pouvez quand même lire tout ce qui s'écrit sur les flammes jumelles. Moi-même, j'ai lu des kilomètres et des kilomètres dans plein de langues pour extirper des choses qui étaient justes, qui étaient parlantes. Voilà. Alors ce qui est juste, c'est pas ce qui me parlait à moi, mais ce qui parlait à la majorité effectivement des témoignages. Et il y a des choses qui sont totalement récurrentes. Je ne parle que des choses récurrentes. Là également, si vous m'appelez pour me dire, ou vous m'envoyez un long mail pour m'expliquer toute votre existence de flammes jumelles, pour me dire, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord sur ce point-là, j'ai 6 mois de moins, j'ai pas rencontré en 2012. Bon, eh ben, vous êtes une exception, tant mieux, puisqu'on l'est tous. Donc, c'est très bien. Mais vous n'allez pas avoir 100% des choses que je vais transmettre. Dieu merci. Donc, faites-vous votre opinion en votre âme et conscience et réussissez déjà le premier test. Oui, je suis en présence de ma flamme jumelle parce que ça, et surtout parce que je le sais. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Dans mon âme, c'est là. Voilà. À chaque fois qu'il s'en va, qu'elle s'en va, mon âme est déchirée en deux. Voilà. C'est une douleur, c'est une souffrance d'âme. Rien à voir avec un chagrin d'amour. Rien. Donc, réussissez déjà ce premier test. Ne demandez pas, effectivement, à monsieur, madame, tout le monde de prendre position et de répondre. Oui, je pourrais vous répondre, puisque je connais le mécanisme de flamme jumelle. Oui, je sais le voir dans mes supports. Oui, par le questionnaire, je sais vous répondre. Mais c'est à vous de faire déjà ce premier pas. Alors, on a souvent des chasers en mal de contrôle qui vont douter dès l'instant où on leur demande de quitter la conscience intellectuelle. Ils savent. Ils savent qu'effectivement, ils sont en présence de leur flamme jumelle. Et puis on a les runners qui sont dans le déni. Alors là, j'ai envie de vous dire 10-15 minutes au téléphone, c'est bon, on a prouvé les choses, carte sur table, on met les points sur les i, les barres sur les t. Parce que chez les runners, finalement, le fait de ne pas reconnaître son jumeau de flamme jumelle n'est jamais rien d'autre qu'un déni de fuite. Rien d'autre que ça. Je fais un petit arrangement avec les choses extérieures, je décide de croire ce que j'ai envie, et bien sûr, c'est faux. Voilà. Donc un petit dialogue, une petite discussion de 15 minutes, et un certain nombre d'entre vous l'ont déjà fait avec moi, et on est obligé de se rendre à l'évidence, oui, on est en présence, effectivement, de sa flamme jumelle. Alors, quand on me pose la question, comment fait-on pour rencontrer sa flamme jumelle? Alors là, j'ai envie de vous dire,
arrêtez, la flamme jumelle n'est pas un hamburger que vous allez acheter au McDo, c'est pas du drive, et puis surtout c'est pas une longue promenade de santé, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, si vous ne l'avez pas rencontré, c'est que c'est pas encore le moment ou que ça ne le sera pas dans cette vie. Auquel cas, j'ai envie de dire, profitez des vacances, suivez votre chemin karmique et tout ira bien. Donc voilà, c'était ma petite introduction. Et puis, cette vidéo est, dans l'ensemble d'ailleurs, peut-être un petit scud quand même. Bon, on va voir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du comportement individuel du chaser et du runner dans un aspect très précis. Ce sera l'aspect contrôlant, nonchalant de l'un et de l'autre. Et puis, je devrais normalement donner le titre. Et si je donnais le titre, ben, allez, je vais le donner. Ce serait la gestion de l'enfant intérieur. Voilà. Qu'est-ce que l'enfant intérieur pour le chaser et le runner? Et alors là, on va voir qu'un certain nombre de commentaires qui sont postés sur les réseaux sociaux, à l'issue de mes différents posts vidéo sur la page Facebook, entre autres, de l'unité et la clé pour ceux qui ne l'ont pas encore découverte, on va se rendre compte qu'il y en a un certain nombre qui vont vraiment dans le mur. C'est pas forcément ce qu'on croit d'ailleurs. Moi, j'ai envie de réanoblir un peu les choses et de replacer un peu les choses dans leur réalité. Alors, je vais commencer par le chaser. Le chaser, dans son mode de comportement, on en a déjà parlé, il a une hiérarchie pyramidale. Le chaser, c'est quelqu'un qui est très contrôlant, très contrôlant sur son environnement. Il n'est pas contrôlant sur lui-même. Il ne fait pas semblant d'être, il ne cache pas ses émotions, il ne cache pas ses avis, il ne cache pas ses coups de gueule non plus, plutôt frontal. Dans son comportement individuel, il va plutôt chercher à contrôler sa sphère privée. Et sa sphère privée, il ne fait pas rentrer n'importe qui dedans, on en a déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser au filtre. Comment fait le chaser pour gérer finalement ses contacts dans la société, dans la famille, les amis, la sphère du travail, voilà. Le chaser est extrêmement rapide à étiqueter. Lorsqu'il rencontre une personne, pour la première fois, il lui faut quelques secondes à peine. Moi, je pense qu'il faut 20 secondes, 15 à 20 secondes, pour étiqueter très rapidement son interlocuteur, la nouvelle personne qu'il vient de rencontrer. C'est-à-dire que en quelques questions, parce que c'est un bon comportementaliste, un fin psychologue aussi, il va très rapidement savoir si cette personne est bonne pour elle ou pas. Mais alors, c'est plus complexe que ça. Il applique, sans même le savoir, les trois archétypes qu'on a déjà vus, c'est-à-dire il applique immédiatement les 3 étiquettes du triangle démoniaque. Si le chaser se trouve face à quelqu'un d'un fort caractère, peut-être trempé de la même manière que lui, peut-être un peu frontal, un peu dynamique, rapide et fin, très rapidement il va coller l'étiquette bourreau sur son interlocuteur. Oula, ça c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui peut me tenir tête, qui pourrait me piloter, je suis en méfiance, le bourreau, il l'éjecte. Il l'évacue, il ne le fait pas, il ne fera pas rentrer cette personne dans sa hiérarchie pyramidale. Tout simplement parce que ce qu'il déteste le plus, c'est la position de victime. Donc il ne fera pas rentrer un bourreau dans sa hiérarchie pyramidale. C'est très rare qu'il le fasse, très rare. Il faut vraiment qu'il ait une très grande estime de cette personne, et généralement, ça ne trompe pas, c'est pas quelqu'un qui va rester très longtemps dans sa hiérarchie pyramidale. Donc il va la laisser dehors. Si il diagnostique un potentiel sauveur, donc il rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un qui pourrait m'être utile. À ce moment-là, il s'assure quand même que cette personne n'est pas mauvais fond, ne puisse pas basculer dans la position bourreau et faire d'elle finalement une victime. Mais ça peut l'intéresser d'avoir dans sa sphère amicale, sociétale, effectivement une personne de type sauveur. Si c'est le cas, hop, il fera rentrer la personne dans sa hiérarchie pyramidale, du moins là il y a de bonnes chances que ça ait lieu. Là où on est sûr que le chaser va faire rentrer effectivement quelqu'un dans sa sphère, ça sera dans la position victime, parce que le chaser est à l'écoute de la société, même si lui estime ne pas en faire partie véritablement, il se maintient à distance, il filtre, il met des barrières. En tout cas, il veut être utile, il veut aider son prochain avec beaucoup de sécurité. Donc, il va étiqueter effectivement la personne victime et il va la faire rentrer, si c'est quelqu'un quand même qui a de bonnes vertus, de bonnes valeurs, des points communs, il la fera rentrer dans sa hiérarchie pyramidale. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va lui permettre, lui, d'être sauveur de cette personne. C'est-à-dire de pouvoir donner des conseils, de pouvoir aider, soutenir, dynamiser, quitte à être un petit peu bourreau de temps en temps. Le chaser va exister en fait au travers de sa
fonction. Voilà, au travers de sa fonction. Donc il va parler avec la personne, il va donner des conseils. Il va y avoir un réel échange et un enrichissement. S'il n'y a pas enrichissement, d'ailleurs, il éjectera la personne de sa structure pyramidale. Vous allez me dire, oula, tout ça c'est quand même très archétypal. Bah oui, mais encore une fois, on le constate. On le constate dans tous les cas. Donc, on voit que le chaser, finalement, fait des filtres, il ne laisse pas rentrer n'importe qui, d'où ce que je disais en 9e vidéo, fin de 9e vidéo, le chaser a foi en lui, en sa fonction et ses capacités et ce qu'il peut donner, mais pas foi en l'humanité. Mais alors, son mode de fonctionnement, le problème est là, c'est que son mode de fonctionnement empêche qu'il puisse se nourrir de l'humanité. Ça empêche complètement, en fait, qu'il se nourrisse tout simplement d'une relation humaine. Parce qu'il met des étiquettes dès le début. Il conditionne les échanges sociaux, amicaux, familiaux, professionnels. Il les oriente et il donne. Il donne des solutions, il donne du soutien, il donne de l'échange, il donne des bons conseils. Il donne, il donne, il donne, il donne. Donc en fin de compte, le chaser aime dans la fonction de donner. Voilà. Des gens qu'il aura triés, dans lesquels il se sentira suffisamment en sécurité pour évoluer et pour donner. Donc bien sûr, ce chaser se nourrit très peu, très très peu, voire pas. Il n'existe qu'au travers de sa fonction. Voilà, de conseiller, de sauveur en quelque sorte. Il a une forme de désintérêt, il faut bien le dire, pour l'extérieur. Les personnes qui n'ont pas passé les filtres, ils s'en désintéressent. Il est plutôt dans un pragmatisme de la vie d'ailleurs. Il a vécu son existence en la contrôlant. Alors, en contrôlant son existence, souvent par notion de survie. C'est-à-dire que dans ce qu'il a vécu, il a été obligé de créer ce mode de fonctionnement pour exister, certes, mais c'est plus pour survivre. C'est ça qui me fait dire d'ailleurs que il utilise plus l'humanité. Il utilise plus l'humanité qu'il a fait rentrer dans sa structure pyramidale pour donner de l'amour. Il donne, il donne. Et il est impliqué, très impliqué, avec les personnes qu'il a fait rentrer dans sa structure pyramidale. C'est ça aussi qui fait qu'avec le chaser, c'est tout ou rien. On ne le trahit pas deux fois, généralement pas. Il va éjecter. Dans la nuit noire de l'âme, on se rend bien compte, parce qu'il doit changer ce comportement, on se rend bien compte qu'il y a une épuration en fait de la pyramide. Toutes les personnes qui sont sur la pyramide, à partir du moment où il a rencontré la flamme jumelle et que les premiers accros égotiques ont lieu dans le duo, évidemment, il se tourne vers son entourage qui habituellement est d'assez bons conseils puisqu'il a des vertus communes. Ces personnes-là ne comprennent plus, ne soutiennent plus. Et puis, il y a des dissensions, il y a des amitiés qui se rompent, il y a des conflits familiaux. Enfin, il se passe un certain nombre de choses qui vont faire que la pyramide va véritablement devenir désertique. Donc, le chaser perd toute sa structure, il n'a plus personne à qui donner, plus de fonction, qui précipite encore plus la nuit noire de l'âme. Il faut tout refaire, tout recomposer, mais comment le faire en sécurité? Le chaser est un adepte, j'ai envie de dire olympique, de la mise en sécurité de sa propre personne. Bien sûr, ça cache quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Le runner, lui, par contre, n'est pas du tout contrôlant sur la structure pyramidale, puisqu'il n'en a pas. Non, lui, il est contrôlant différemment. Il ne contrôle pas l'humanité, il ne cherche pas à étiqueter l'humanité. Il n'applique pas du tout le triangle démoniaque à toutes les personnes qu'il va rencontrer. Non, tout le monde est gentil, tout le monde est intéressant, tout le monde mérite un peu d'attention, sauf peut-être ceux qui veulent être vers lui, ceux qui veulent être en sa compagnie. Là, il fuit, tout le monde d'ailleurs. Faut l'aimer, mais pas trop. Voilà, faut surtout pas lui dire, j'ai envie de dire. On peut lui faire sentir qu'il est apprécié, mais il faut surtout pas vouloir plus. Alors évidemment, le chaser qui court après son runner, on est exactement dans ce qu'il faut pas faire. Donc, même s'il y a des nuances, mais le runner, lui, il n'est pas du tout contrôlant sur l'environnement, sur l'humanité. Pas du tout. Il laisse tout le monde rentrer dans sa sphère privée. Pas totalement, parce que finalement, sa sphère privée n'existe pas véritablement. Il a créé, je vous le rappelle, un faux self. Voilà, il a créé un faux lui-même. Un personnage totalement fictif, qui n'est pas réel, qui n'est pas lui, qui est juste un moi. Un personnage égotique, une façade, une devanture, qui est très différent de ce qu'il est à l'intérieur. La façade est merveilleusement scintillante, pleine de paillettes, de choses aimables, voilà. Mais c'est un faux personnage, complètement faux. On dit ce qu'il faut pour plaire, on ne dit pas le fond de sa pensée, on ne la connaît pas d'ailleurs. On ne sait pas vraiment ce que l'on veut. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on veut être en sécurité.
Donc on va chercher des contacts multiples superficiels et surtout on portera personne. On portera personne, on donnera pas de conseils, on fera parler les gens parce que quand on fait parler les gens, ils ont l'impression qu'on s'intéresse à eux et ça le faux self du runner l'a bien compris. Donc on fait parler. On fait parler, on donne pas trop de conseils, on porte pas les gens, voilà, on leur fait pas trop se poser de questions, on les fait rire. Il y a toujours un bon mot, il y a toujours une pirouette. Pour être bien vu, pour être aimé, mais on ne s'implique pas. Ça c'est sûr. On risquerait de tomber sur quelqu'un qui voudrait s'impliquer avec nous. Donc, on va faire parler, on va donner comme ça de manière très superficielle, et on se rend compte, les runners ont cette absolue nécessité d'échange parce que eux, par contre, vont se nourrir de l'humanité, vont se nourrir de tous ces contacts sociaux, ils vont se nourrir dans leur conscience émotionnelle, dans leur conscience spirituelle, ils vont se nourrir en fait non pas de leur utilité, mais tout simplement de l'amour et de l'admiration que les gens, tous ces gens, vont leur donner. Voilà, donc ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin de nourrir ce faux self, ce personnage fictif, qui est parfait, qui est lisse, qui est soyeux, joli, mignon, et ils vont rester dans cette superficialité avec plein de monde, mais ils vont se nourrir de l'humanité, d'où la foi en l'humanité, mais pas en eux. Mais pourquoi pas en eux? Eh bien tout simplement parce qu'à l'intérieur d'eux se trouve leur blessure d'enfant. Leur blessure d'enfant toujours à vif, non réglée. L'enfant intérieur, et quand je dis l'enfant intérieur, je parle vraiment de leur sensibilité, je parle vraiment de l'enfant qu'ils ont été, qui est toujours en souffrance d'un événement, minimum d'un événement. Je renvoie vers les articles L'unité et la clé, article écrit, hein, oui, il faut lire, où j'explique effectivement que dans tous les cas que j'ai pu voir de runners, tous ont une dépendance affective, non pas amoureuse. Voilà, c'est pas la peine de m'envoyer un message en disant oui, mais vous avez dit qu'il n'y a pas de dépendance affective dans les flammes jumelles. Il n'y a pas de dépendance affective amoureuse en couple. Par contre, il y a dépendance affective familiale. Il y a dépendance affective à la famille, peut-être un peu à l'entourage, mais de toute façon, c'est toujours une dépendance affective dont les origines viennent de l'enfance. Tout le temps. Et sur les 83 cas que questionnaires que j'ai pu étudier, mais également tous les patients que j'ai eus par la suite, on retrouve à chaque fois une dépendance affective importante chez le runner, qui l'a amené à créer justement ce personnage fictif du faux self, dans le but de protéger l'enfant intérieur qui, à l'intérieur de lui, est vivant. Cet enfant est vivant et il est derrière sa barricade, il est derrière sa palissade du faux self, et il se nourrit comme ça de l'humanité, tel un enfant que vous allez amener au parc. L'enfant que vous amenez au parc, quel que soit son âge, au bout de 10 minutes, il a 3 copains, ou 3 copines, ou des copains-copines. Chez le runner, l'enfant intérieur est vivant. Donc il veut profiter de la vie, il veut profiter des gens, il veut profiter de l'humanité de manière superficielle, mais il ne veut pas devenir adulte. Il ne veut pas s'engager. Il rêve, comme on regarde un Disney, il rêve de l'amour merveilleux et sublime, mais il est incapable de le concrétiser. Dès que cet amour va être là, devant sa porte, devant lui, il va fuir de terreur. Car cet enfant intérieur, effectivement, est terrorisé. Terrorisé de ce monde, terrorisé de l'humanité, terrorisé d'être asservi à la chose qu'il aimerait avoir le plus, l'amour. Le chaser aussi, hein. Le chaser aussi, il veut avoir l'amour. Mais lui, il n'est pas terrorisé. Le chaser, lui, il sait que c'est du sang, des larmes et de la sueur pour mériter cet amour et qu'il faut se battre pour le concrétiser. Donc le chaser, lui, il est prêt à y aller. Et d'ailleurs, pour être sûr d'y aller dans cette vie, dans cette bagarre qu'est la vie, le chaser, il a depuis très longtemps pris son enfant intérieur, il l'a mis dans une malle, enchaîné, l'a descendu à la cave, a muré la malle, et il est remonté parce qu'il fallait devenir adulte. Le chaser est dans « je dois » et « il faut ». C'est pour ça qu'il est très contrôlant, parce que son enfant intérieur ne le nourrit pas, son enfant intérieur est enfermé. Il peut révéler son enfant intérieur que aux personnes de sa structure pyramidale, mais sinon, cet enfant reste enfermé. Chez le runner, c'est le contraire. L'enfant est libre à l'intérieur de sa chambre, en quelque sorte, qui elle-même est une forteresse, fausse, où quasiment personne n'aura le droit de rentrer. Et c'est le faux self qui fera rempart. On voit bien une énorme différence dans la structure interne émotionnelle, parce que c'est bien ça, l'enfant intérieur gère l'émotionnel. Ce qui explique que le chaser a cette dominante énergétique, intellectuelle et corporelle. Peu d'émotionnel et de spirituel, il n'en tient pas compte dans la gestion de la flamme jumelle au départ. Il ressent des choses qui le terrassent, qui sont émotionnelles, qui sont spirituelles, mais il cherche à l'analyser, à le comprendre, à le maîtriser. Parce qu'il faut et je dois contrôler. Le runner, lui, il contrôlera rien, mais il sera terrorisé par ses émotions, par l'émotion d'amour. D'ailleurs, tous les runners
à qui j'ai pu poser la question « Mais qu'est-ce qui vous a fait fuir ?» répondent tous la même chose. Alors il faut creuser un peu parce que la réponse est diverse au départ, mais quand on va plus loin, donnent tous la même réponse. J'étais terrorisé de m'abandonner à cet amour et qu'il ou elle me l'arrache et s'en aille avec un jour. C'est-à-dire que l'enfant intérieur ne veut pas devenir adulte, ne veut pas se perdre dans cet amour. C'est assez consternant de s'en rendre compte. Parce que quand on est chaser, on se dit qu'on est vraiment passé à côté des véritables raisons des fuites de son jumeau ou sa jumelle. Et quand on est runner, on est obligé de se rendre compte qu'en fait l'autre avait ou a tout ce qu'il faut dans sa structure mentale pour qu'on puisse lui faire confiance et qu'on puisse construire effectivement une relation saine et durable. Donc on se rend compte que quand on n'est pas capable de comprendre le mode de fonctionnement de l'autre, on est très rapidement dans le jugement, comme je peux le lire énormément sur les forums et particulièrement dans les commentaires de certaines pages Facebook qui me font hérisser le poil, je suis obligé de le dire. Tous ces chasers, je suis désolé, ça va être pour vous maintenant, tous ces chasers qui sont si prompts à sortir leur intellect et à dire « Mon runner est un lâche, une lâche, qui s'enfuit, qui ne travaille pas sur elle, sur lui. » Mais je suis obligé de vous le dire, chaser, c'est vous qui avez cherché à prendre votre runner de forme cubique et à coups de burin, de tronçonneuse, de le rendre rond pour le faire rentrer dans un moule qui finalement l'a fait fuir, ou le fait fuir, ou l'a fait fuir encore. C'est vous qui avez cherché à contrôler cette vision de l'amour qui, chez eux, chez les runners, est pourtant, dès le début, dès le départ, un amour inconditionnel. Le runner est bien dans l'amour inconditionnel, capable d'aimer, sans condition, sans délai, sans savoir que demain ça va continuer ou pas. Finalement, ce sont toutes les questions que le chaser pose, tout ce contrôlant que le chaser veut imposer au runner, qui le pousse à fuir. Donc ce serait bien qu'on revienne dans l'amour inconditionnel, ça serait bien qu'on revoie sa position. Ça serait bien, ami chaser, que vous vous rendiez compte que vous cherchez à tout contrôler et que le jumeau de flamme jumelle, justement, ne peut pas s'étiqueter. Il ne s'étiquette pas. Le lien de flamme jumelle se vit, se ressent, et il faut s'y adapter. Je pense que c'est intéressant de faire cette mise au point, parce qu'il n'y a pas un bon et un mauvais. Il y a juste deux attitudes qui peuvent totalement s'opposer et détruire l'un comme l'autre. Donc je pense qu'il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. La flamme jumelle, c'est de l'amour inconditionnel. Aucune condition imposée à l'autre. Se respecter soi, c'est fondamentalement important, bien sûr. Mais il faut déjà commencer par se construire soi. Les runners ont donc à régler leur dépendance affective, c'est une évidence. En arrêtant surtout de se tourner vers l'extérieur comme ils le font sans cesse, que le dernier qui a parlé ait raison. Non. Il faut se tourner vers soi et faire ce travail de fond, faire face quelle est ma dépendance affective et la traiter. Ça ne se gère pas en regardant des vidéos. Je suis désolé, je vous dis bonjour, mais c'est un travail personnel pour en finir une bonne fois pour toutes avec ça, parce que finalement, ça vous handicape depuis toute votre existence, dans toutes les relations, dans tout ce que vous faites, pas seulement dans l'affectif, même dans le professionnel, avec du papillonnage constant et perpétuel, absence de structure interne. Pour autant, vous ne deviendrez pas des chasers, pas aussi monolithiques que les chasers, parce que les chasers, eux, ont à délivrer l'enfant intérieur. Ils ont à quitter le mode survie pour être dans la vie et bien comprendre que, à part eux-mêmes, ils ne contrôlent absolument rien. Le runner a donc à apprendre à donner de l'amour, parce qu'il ne fait qu'en prendre tout le temps, auprès de tout le monde. Et le chaser doit accepter de recevoir l'amour de tout le monde. Et tant que ça c'est pas fait, la flamme jumelle est dans du conditionnel. J'en terminerai avec non pas une question, mais une constatation, un odieux jugement que j'ai pu voir passer sur la page Facebook, où une personne me disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, la flamme jumelle ne peut en aucun cas être deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble. » J'ai trouvé extraordinaire l'argumentation qui était « Dieu n'a jamais dit qu'un couple de deux hommes ou de deux femmes pouvait exister et être dans l'amour. » Je suis pas sûr que Dieu ait dit qu'on avait le droit d'aimer son chien, son chat, qu'on avait le droit d'aimer sa grand-mère. Et pourtant, l'amour, c'est quelque chose qui se vit. La flamme jumelle, je répondrai à cette argumentation odieuse judéo-chrétienne, puisque c'était ça qui était évoqué. C'est quand même intéressant de savoir que Adam et Ève ont eu deux garçons et que l'humanité descend de deux garçons. Ça perturbe personne, mais bon. Si on devait prendre tous les écrits religieux comme des lois, je ne sais pas où on en serait. Mais
Ce serait pas beau à voir, je pense. Enfin, on l'a vu à l'Inquisition et pendant le Moyen-Âge. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. La flamme jumelle veut dire amour inconditionnel, sans aucune condition. Donc bien sûr que les couples de flammes jumelles qui se créent ont toujours une énorme difficulté à relever. Ça peut être deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, bien sûr. Mais ça peut être, comme on dit, un black and white. Ça peut être une musulmane et un catholique pratiquant. Ça peut être inconditionnel, ça peut être 15 ans, 20 ans de différence d'âge. Ça peut être 9000 km de distance. Inconditionnel, sans aucune condition d'aucune sorte, la flamme jumelle doit réussir à atteindre l'amour. Donc, amis runner et chaser, travaillez sur le plot que vous avez à travailler. Runner, vers votre intériorité. Réglez la dépendance affective ancienne de l'enfance qui est là. Arrêtez de chercher vers l'extérieur. Ça ne viendra jamais de l'extérieur. Pas même d'un livre, ni d'une vidéo. Structurez, faites face. Vous avez tout. Vous êtes capable. Chaser, arrêtez de contrôler. Vous allez dans le mur. Vous allez dans le mur. Bien sûr avec votre flamme jumelle, évidemment. Mais vous allez dans le mur avec tout le reste. Parce que si vous avez rencontré votre jumeau de flamme jumelle, c'est que vous avez atteint la limite avec votre mode de fonctionnement. Et ne vous y trompez pas, runner. C'est pareil pour vous. Vous avez atteint la limite de ce mode de fonctionnement. Il faut passer au 2.0. La prochaine vidéo sera sur les énergies. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne suite à très bientôt.